Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal ce soir. On accueille sur le plateau Balou. Balou, bonsoir, vous venez... Bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, on parlera de ce tour de Mayotte en fauteuil roulant, un programme qui commencera dès la semaine prochaine, le 20, et qui se tiendra sur plusieurs jours. On déclinera un petit peu le programme avec vous tout à l'heure et vous nous direz pourquoi vous êtes lancé dans cette initiative. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors on parlera avec vous de cette conférence assez importante ici à Mayotte, vu le contexte que nous vivons, une conférence sur la parentalité et l'enfance. On reverra ce que ça a donné, quels résultats ont été déclarés pendant cette conférence. On en parle plus tard, Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 17 mars. Depuis une semaine, le fils de la famille Soulamadi, Younoussa, 43 ans, est dans un coma profond suite à un accident vasculaire cérébral. Un AVC dont les premiers signes sont apparus à la fin du mois de février et qui, pour les proches du patient, aurait pu être évité. Ils remettent en cause un système de santé et de secours défaillant à Mayotte. Reportage. Deuxième jour de conférence cet après-midi sur le thème de l'enfance et de la parentalité à Mayotte, hier et aujourd'hui. Objectif, élargir le champ de réflexion sur ces thèmes, analyser le foyer familial et trouver des solutions pour redynamiser ce foyer, premier facteur du développement de l'enfant. Le point au cours de cette édition. Art pour finir avec l'exposition de Priscilla Gauvin qui s'ouvrira demain dans son magasin La Petite Bouénie. Cette artiste peintre pratique les arts de la table, ce qui lui a permis d'obtenir la qualification artisan d'art. Verre, toile, matériaux naturels, les supports se déclinent au fil de l'inspiration de l'artiste. Reportage à la fin de cette édition. Et on débute tout de suite avec cette affaire qui plonge le centre hospitalier de Mayotte et les services de secours dans la tourmente. Depuis plus d'une semaine, en effet, Younoussa Madi Soula, actuellement pris en charge à La Réunion, est dans le coma. Son état est jugé critique et pour sa famille, cela est dû à la négligence des médecins. D'après celle-ci, l'homme âgé de 43 ans présentait les symptômes d'un accident vasculaire cérébral. Les Soula Madi ont donc souhaité réagir aujourd'hui face à cette situation. Un reportage de Sonis Chamsidine. Pour la famille Soula Madi, l'inquiétude est grande, la douleur profonde. Depuis une semaine, le fils, Younoussa, 43 ans, est dans un coma profond suite à un accident vasculaire cérébral. Un AVC dont les premiers signes apparaissaient pourtant à la fin du mois de février dernier. Il s'était présenté de lui-même à l'hôpital de Kani. Et avec ses antécédents, le médecin a dit que c'était une gastro alors que lui, il se plaignait de migraines, de vomissements, de vertiges. Et il est revenu à la maison avec, comme d'habitude, des dafalgans. Et deux jours après, il est retourné on a appelé les pompiers, pensant que comme ça, ils allaient mieux s'occuper de lui. Mais en fait, les pompiers sont venus nous agresser, comme quoi lui, il était capable d'aller là-bas. On pouvait prendre le taxi ou nous, on pouvait aller l'emmener de nous-mêmes. Et quand il est arrivé au CHM, il a montré ses antécédents au médecin, pareil. L'urgentiste était très désagréable. Et pareil, il lui a dit que c'était la gastro, alors que lui, il savait très bien que ça allait mal. Qu'il avait juste besoin d'aller passer un scanner, il fallait juste qu'il fasse l'ordonnance, parce qu'il ne peut pas passer le scanner s'il n'a pas d'ordonnance. Et le médecin a refusé, donc il a dû rentrer à la maison. Et c'est là où on est allé au privé. Et au privé, ils ont appelé une ambulance qui l'a amené aux urgences. Et de là, il est resté des heures et des heures dehors. Et quand ils l'ont pris, c'était déjà trop tard. Une situation qui aurait pu être évitable d'après ses proches. Pour sa femme, ce fut des moments particulièrement difficiles. Waye gentil na onyahe pia si waikaparo familia mrupeu biwasangaza fete zitongo zatu zonda hazuri kashinda wasumone heli aliyorende turi ya handa turi ya bili turi ya raru deza jazenda taza hisizi yabo nsusikite heli na mwaname wangu ya konifia mihononi heli ya rengwa la pitali ya momoju babu mtitso idela maana tuono mtaparo zona mre hifa basi tuono kama uribale mewangu hanifia mihononi. Un système de santé et de secours aujourd'hui défaillant à Mayotte pour les Soula Madi. Pour une famille qui n'est pas son premier cas,
Un autre membre de la famille, victime également d'un AVC il y a 3 ans, est aujourd'hui tétraplégique. La situation de Yunusa est la fois de trop. Anderangu asubuhi dizeri ya saya nne ya mchana hata paka de saya ya nne ya ukwari saya ya nne ya ukwari ede bwanyu akojo mrenga basa basi washawa mparamba mazaisa ariba mishameno ni hatu gode wakojo mrenga wambinge tini dan le komao safikie wa banu akaho tailewe ni rangu mfumotsano siku mfumotsano taleo suku 10 jimwani ni lago vanu suku 10 weka buha vanu dersumo na basambata haguzuhe basi wami tija vanu hasibabu ya utungu hasibabu ya uskitifu hasibabu ya uporeho lejuboreha noboreha wanyangu ya ukazawa pararaha tinata mamba penye mwengali yao muna utungu na wami musuni boreha musona utungu. Entre la vie et la mort, Yunusa est désormais prise en charge à l'île de la Réunion. La famille, quant à elle, remontée contre les secours et le personnel du centre hospitalier, n'exclut pas de déposer une plainte contre ces 2 services. Et parlons à présent de cette visite très attendue, celle du candidat du mouvement En Marche, Emmanuel Macron. Ce dimanche, en effet, il sera en escale à Mayotte avant de se rendre sur le département voisin de la Réunion. Et au programme, durant les 4 heures qu'il passera sur notre département, meeting populaire à l'abattoir suivi d'une conférence de presse. Le prétendant à l'Élysée s'envolera ensuite vers d'autres contrées. Et à Mayotte, les soutiens ne manquent pas puisque le NEMA et le MDM sont eux aussi en ordre de marche. À ce titre, le candidat au législatif Daniel Zaïdani était sur notre plateau ce matin pour évoquer le programme de son candidat au présidentiel. Et s'agissant d'immigration et d'insécurité, en croire ceux qui le soutiennent, Emmanuel Macron posséderait une recette permettant d'y mettre fin d'ici 5 ans. On écoute Daniel Zaïdani lors de la matinale de Kwesi. Le candidat Emmanuel Macron souhaite là aussi que des efforts particuliers soient faits puisque, comme vous le savez, depuis une quinzaine d'années, il y a des reconduites à la frontière qui se font. Mais est-ce que cela suffit pour régler le problème de l'immigration? Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Très clairement, le candidat Emmanuel Macron souhaite aller plus loin dans cette lutte contre l'immigration en y additionnant également une coopération entre les États français et l'État comorien. Pour ce faire, à l'instar de ce qui avait été proposé à l'époque de Nicolas Sarkozy, une convention cadre sera signée et proposée par l'État français à l'État comorien pour les aider dans le cadre de leur développement. Il y a effectivement des immigrés qui viennent pour améliorer leurs conditions de vie, mais en même temps, nous savons que beaucoup de ces immigrés qui viennent sur le territoire de Mayotte n'ont aucun repère, n'ont aucun logement, n'ont aucun accès à l'eau, n'ont aucun travail, et donc forcément cela génère à terme de la délinquance. Autre sujet à présent, enfance et parentalité à Mayotte hier et aujourd'hui. C'est le thème de la conférence qui s'est tenue cet après-midi dans les locaux de la direction départementale du livre et de la lecture publique. Objectif, réfléchir aux moyens de redynamiser le foyer familial pour arriver à une éducation efficace, une éducation en adéquation avec la culture locale et la loi républicaine. Le sujet est vaste et particulièrement d'actualité ici à Mayotte, surtout à l'heure où la délinquance juvénile atteint des sommets. Les interventions et échanges ont été plutôt riches. Le compte-rendu signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. La première conférence sur le thème de la parentalité et de l'enfance a été organisée ce jour à la direction départementale du livre et de la lecture publique. Elle avait pour but de permettre aux différents acteurs locaux confrontés aux problématiques de l'éducation de réfléchir aux moyens à mettre en place pour que les parents du département retrouvent le rôle prépondérant qui doit être le leur. On a fait entendre que les parents mahorais ne pouvaient rien apporter à leurs enfants, que seule l'école pouvait faire ce travail-là. Eh bien, on a vu la conséquence et aujourd'hui, bien évidemment, on est dans des problèmes cruciaux, mais il me semble qu'il n'est pas trop tard pour non pas revenir, mais réinventer des formes d'éducation qui utilisent ce qui a marché ici. Je suis d'autre part convaincu que la solution n'est pas dans ce qu'on prépare, c'est-à-dire en créant des structures comme Tama, comme Taoussi ou comme d'autres, qui concentrent des enfants
autour de maisons des adolescents ou d'autres activités, sans pour autant tenir compte de toute cette dimension humaine, sociétale, qui est celle de Mayotte. Réfléchir sur les dimensions humaines et sociétales afin d'éviter que les parents se retrouvent face à une incapacité d'éduquer leurs enfants. C'est toute la démarche de la psychologue du service protection de l'enfance au conseil départemental de Mayotte. Les parents, en tout cas que je reçois dans mon service, c'est qu'à un moment donné, on leur a dit ils sont défaillants. C'est-à-dire ils n'y arrivent pas. Donc majoritairement, ceux que je reçois me disent oui, c'est vrai, si je suis là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. J'ai pas réussi à faire en sorte que mon enfant, j'arrive à l'éduquer correctement, entre parenthèses. Chacun a sa manière de définir le correctement. Mais en tout cas, ils nous disent je ne sais plus comment être parent. Je ne sais plus quoi faire. Pourquoi? Parce que la loi dit j'ai le droit de faire ça, mais en même temps j'ai pas le droit de faire ça. Donc en même temps il y a une autorité qui est présente, mais il y a aussi l'autorité parentale qui doit être présente auprès de l'enfant. Et ces deux autorités, que ce soit juridique, sociale et celui du parent, se contredisent parfois. Et c'est là qu'on arrive à ce que je rencontre ces parents-là, puisqu'à un moment donné, ils sont devenus défaillants par rapport à la loi. Au fil des années, les supports traditionnels de la relation parent-enfant sont entrés en collision avec une loi républicaine qui omet de prendre en considération les particularités culturelles des territoires. Ceux qui font la loi et ceux qui sont ici ne veulent pas connaître cette société mahoraise et trouver à l'intérieur de cette société mahoraise ce qui est culturel et qui n'enfreint pas à la loi mais qui éduque bien. C'est-à-dire ceux qui font valoir et qui font, respecter la loi vont souvent jusqu'à dans l'exagération en trouvant dans le comportement des parents des choses hors la loi alors qu'elles ne le sont pas. C'est une incompréhension, c'est un jugement de valeur. On est à Mayotte, on ne pourra jamais changer ça. Dès qu'on enfreint à la loi, il faut punir. Mais dès qu'on exagère, celui qui fait respecter la loi exagère dans l'application, forcément on détruit des choses. Afin de tenter d'inverser la tendance et de mettre fin à la délinquance juvénile, il convient donc de trouver un juste milieu entre normes de droit commun et respect de la culture locale. Mon intervention, je l'ai intitulée « Fissures dans les fondations ». Pour moi, en fait, il faudrait, pour pouvoir, en tout cas, je ne sais pas s'il faut dire « il faudrait », mais en tout cas, pouvoir réussir à trouver ce qu'on appelle une culture tierce. C'est-à-dire un lieu qui réunit les deux sans forcément oublier l'ancien et pouvoir aller au présent mais aussi au futur. Donc c'est vraiment cet entre-deux. Ça s'appelle ce qu'on appelle l'interculturation. Pouvoir tout simplement vivre avec les deux héritages qu'on a eu avant, ce qu'on a maintenant pour pouvoir faire le futur avec. Donc lorsque mon collègue parlait justement d'espace d'appropriation, ça fait partie de ces lieux, de ces espaces justement tierces qui font qu'à un moment donné, l'héritage qui a été transmis par les anciens puisse perdurer pour que justement l'enfant sache d'où il vient, à qui il appartient et surtout où est-ce qu'il va. Créer des espaces permettant de redéfinir les bases éducatives de la société mahoraise du futur. Voilà tout l'objectif de ce vaste chantier qui n'en est là qu'à ses prémices. Alors les sujets sur la jeunesse, Pierre, à Mayotte préoccupent beaucoup la population, notamment les autorités, tous les élus, les représentants de cette île. Aujourd'hui, on parle de cette parentalité qui, à un moment donné, est la source aussi quelque part de cette éducation. Aujourd'hui, on a vu, on est entre deux mondes, on ne sait plus trop comment ça se passe clairement et les suites de cette conférence, Pierre. Oui, effectivement. Alors il y a un choc des cultures, surtout cette acculturation qui quelque part a mal tourné. Il y avait une culture de base et on a voulu imposer des normes de droit. Alors, je vais entendre certains qui vont tout de suite dire oui, mais les Mahorais ont voulu être français. Oui, pour la devise de la France, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Et cette devise, elle induit qu'il faut prendre en considération les particularités. Aujourd'hui, l'éducation est mise à mal. On voit et on se souvient, on avait eu des reportages sur Kwesi de parents qui disaient
on ne sait plus quoi faire. Nos enfants nous disent que si on leur dit quoi que ce soit, ils vont aller voir le juge. Donc il y a cette problématique de la loi. Et puis aussi, il y a cette problématique où on ne sait pas où est-ce qu'on en est, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Et il y a beaucoup de parents qui se retrouvent, alors c'est pas une généralité, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas de problème avec leurs enfants, avec l'éducation de leurs enfants. Mais d'autres sont confrontés véritablement à un dilemme où ne savent plus comment éduquer leurs enfants. Donc, mal faire quelque part. Oui, peur de mal faire et peur d'être confronté à la loi. Et c'est ces normes-là qu'il faut réussir à un moment donné à adapter aux réalités du territoire. Et c'est tout là le problème. On se rend compte que la loi, elle est la même pour tous, elle est une et indivisible, on le sait, mais qu'à un moment donné, il y a des territoires qui sont extrêmement différents, qu'on soit en Alsace, en Corse, en Guadeloupe, à Mayotte. Il y a une culture, il y a une histoire derrière. Et si on la prend pas en considération, on arrive aux problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. Puisque la délinquance, effectivement, on sait, pour la plupart, c'est une délinquance de survie, mais c'est aussi une délinquance qui est due au fait que les parents n'arrivent pas à éduquer leurs enfants, ne sont pas suffisamment là derrière leurs enfants, à leur dire non, ta place n'est pas dans la rue, n'est pas aller faire tout et n'importe quoi, ta place est aussi à la maison et tu dois aussi comprendre les structures. Donc c'est vraiment reprendre les fondamentaux en partant, bien entendu, de la culture locale et de ce qui fonctionnait, puisque c'est aussi ce qui ressort. Avant, ça fonctionnait très très bien. Et aujourd'hui, c'est cette confrontation, cette opposition entre une loi républicaine pas du tout adaptée et une culture locale existante depuis des siècles qui mène à cette situation. Alors, il ne s'agit pas forcément de parents qui désertent leurs responsabilités, leur rôle de parents, mais c'est des parents qui sont tellement perdus qu'à un moment donné, ils deviennent inertes en fait quelque part. Oui, complètement. Il y a vraiment de ça. Et au niveau de la protection sociale de l'enfance, vraiment, les témoignages vont vers ça. Et la plupart des parents disent, mais là, on est dans l'illégalité, on comprend pas pourquoi. Donc, il faut reposer les bases, il faut réfléchir. C'est l'objet de cette conférence. Il y aura d'autres conférences, il y aura d'autres actions qui seront mises en place. Et c'est vrai que c'est aussi tout le paradoxe de la République, c'est que par exemple, dans la République, on nous dit c'est une république laïque, et puis d'un autre côté, on a un calendrier qui est un calendrier chrétien qu'on impose sur tous les territoires. Donc, vous voyez, il y a un moment donné, et c'est aussi le gros problème que là on va soulever, c'est aussi le politique, puisque tout ça aussi provient du politique, et il faut aussi la volonté politique. Volonté politique de dire à un moment donné, il y a des particularités, il faut les accepter. Là, on est dans une logique de centralisation. La loi est globalisante, elle est la même pour tous. Et puis, peu importe d'où viennent les uns les autres, peu importe leur culture, peu importe leur religion. De toute façon, c'est comme ça et tout le monde doit s'accommoder à ça. Donc, je pense que la loi doit aussi prendre en considération et s'adapter aux personnes, s'adapter au territoire. C'est pas le cas aujourd'hui et ça nous mène à ça, à ce choc culturel. Et c'est très problématique puisque une grande partie de la délinquance est aussi due à ça. Donc, il faut réfléchir, il faut se mettre autour de la table et puis aussi, il faut que les politiques, il faut que le pouvoir politique joue son rôle et à un moment donné arrête de dire non, nous on centralise tout. De toute façon, la loi c'est la même partout, sur tous les départements, sur tous les territoires. Non, ça fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné, ça fonctionnera jamais. Mais on continue à s'entêter, on le voit. Il est rare d'entendre parler de particularités locales. On entend sans cesse dire les hommes politiques. Il faut, pas au niveau local, mais en tout cas au niveau national, il faut une loi unique sur tous les territoires. Voilà, donc il faut vraiment une réflexion et il faut qu'elle se fasse aussi avec les autorités, c'est très important. Est-ce qu'on peut imaginer des séquences où les parents seraient informés sur ce qu'ils ont le droit de faire, la limite, notamment on parlait de cette histoire de gifler l'enfant, oui ou non? Oui, et en plus là on est dans des normes qui deviennent européennes, puisque vraiment cette histoire de la gifle, elle est européenne, alors que les cultures en Europe, il y a tellement de langues, il y a tellement de particularités au niveau européen, et on veut imposer au niveau européen des normes qui ne correspondent absolument pas du tout au territoire et aux populations, donc c'est très compliqué. On peut pas du jour au lendemain imposer les choses comme ça. C'est pas une bonne démarche. Donc je pense qu'il faut vraiment des assises, que chacun se mette autour d'une table. Ça a été fait dans un petit comité avec les acteurs quand même de la protection de l'enfance et puis aussi les acteurs de l'éducation. Ça a été fait, mais il faut que ça continue. Il faut qu'il y ait encore d'autres conférences de ce type et puis que ça mène surtout à des actions concrètes. Merci beaucoup Pierre et on continue maintenant pour la 5e année consécutive. Le cabinet Incidence lance le baromètre des déchets. Cette grande enquête réalisée auprès de la population vise à mesurer année après année la perception des habitants de l'île sur la gestion des déchets. Cette enquête constitue aussi et surtout un outil de réflexion pour les acteurs de ce secteur d'activité. D'après l'étude précédente, 3,4 habitants sur 10 avaient un avis général sur la question, sans compter qu'en 2016, seuls 58% d'entre eux estimaient que les choses étaient sur la bonne voie.
Sada. Face à ce constat d'échec, donc certaines municipalités, à l'instar de Sada, ont décidé de passer à la vitesse supérieure en mettant en place un système de répression. En effet, comme l'explique la représentante du cabinet Incidence, pour changer les mauvais comportements, de nombreuses pistes doivent être explorées. Je vous propose de l'écouter ce matin lors de la matinale de Cauzy. Madame le maire de Sada est très impliquée dans la question de la propreté, de la salubrité publique et de la santé publique, oui, puisque c'est aussi son métier quand elle n'est pas élue. Donc c'est quelque chose qui est important pour elle. On l'a accompagnée à mettre en place cette stratégie de verbalisation. Mais je crois que oui, à la fois quand on publie les résultats, quand on en parle, effectivement, on arrive à convaincre. Mais je crois aussi que ça dépend fortement des convictions des personnes en responsabilité. Et il est vrai que la 5e édition, là, on a construit le questionnaire avec l'ADEME, avec le CIDEVAM, parce que je crois que d'année en année, ces partenaires fidèles du travail se rendent compte qu'il est indispensable maintenant d'accélérer la capacité des habitants à utiliser les processus qu'on leur met à disposition, parce qu'on parle de service public. Oui, mais un service public, c'est un processus technique, souvent, qu'on met en place. Mais si celui qui doit l'utiliser, qui dit service, ça rencontre la population, si la population n'est pas capable d'utiliser le service qu'on met à sa disposition parce qu'elle ne le comprend pas, on échoue en fait. Et voyons maintenant ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce vendredi 17 mars. Je vous en propose un petit tour d'horizon tout de suite dans l'actualité en bref. La ville de Montluçon est actuellement sous le choc. Dans la nuit du 2 au 3 mars dernier, un couple de retraités de 71 et 85 ans a été sauvagement assassiné et mutilé. Lundi dernier, toujours dans cette même ville, un nouveau meurtre sordide a été commis sur une retraitée de 74 ans. Un jeune homme de 19 ans originaire de Mayotte est soupçonné d'être impliqué dans ces 3 meurtres après son interpellation dans une affaire de viol en Réunion commise samedi. Né à Mayotte où ses parents vivent actuellement, Zaki a avoué le crime de viol pour le plus grand désarroi de son frère, avec qui il partage un appartement à Montluçon. Déjà connu de la police pour des affaires de stupéfiants et de cambriolage, il a tantôt été décrit comme perdu et incapable de tels actes, tantôt comme agressif et souvent sous l'emprise de drogue et d'alcool. A noter qu'un second suspect, également originaire de Mayotte, est activement recherché car soupçonné d'avoir pris part à ces crimes innommables, aux motivations encore bien floues. Les choses sont encore loin de rentrer dans l'ordre au port de Longoni. Si la grève MCG a pris fin, elle a laissé des traces et les transitaires viennent de monter au créneau par le biais d'un communiqué. Ils écrivent ainsi, je cite, « Chers clients, le syndicat des transitaires de Mayotte vous informe de sa grande inquiétude face à la situation portuaire préoccupante à laquelle il est confronté. Le retard important de navires arrivés quasi simultanément, cumulé à une grève du personnel MCG, a entraîné une congestion intraportuaire au point de soulever un sérieux problème d'organisation. Le matériel portuaire est donné en priorité aux navires en opération pour le manutentionnaire concerné. Cela a pour conséquence, dans le meilleur des cas, une attente sur les quais inacceptable pour nos transporteurs et dans le pire des cas, une annulation des livraisons programmées. Cette situation va engendrer non seulement des frais de magasinage portuaire, mais également des frais de détention de conteneurs liés aux compagnies maritimes. En clair, le port tourne au ralenti et la colère gronde du côté des transitaires, comme de celui de leurs clients. Les postiers mahorais vont suivre l'appel à la grève nationale. En effet, le syndicat Sud PTT Mayotte a déposé un préavis de grève limité pour le mardi 21 mars. En marge des revendications nationales, les agents locaux possèdent de nombreuses doléances. Ils souhaitent ainsi une prise en compte de l'ancienneté de service des agents fonctionnaires et contractuels, de nouveaux moyens matériels et humains, la mise en place de plans de formation du personnel ou encore l'extension à Mayotte des dispositions de l'accord BINO, applicable à la Guadeloupe et déjà appliqué à la Réunion. Quelques semaines après un mouvement qui avait rapidement trouvé une issue, force est de constater que les choses ne sont pas encore réglées au sein de l'entreprise. Ce mouvement limité pourrait ainsi faire office d'avertissement avant une grève de plus grande envergure.
Et enfin, vous n'êtes pas sans savoir qu'à Mayotte, les expositions d'art sont plutôt rares. Alors en voici une qui serait dommage de rater. Demain, en effet, Priscilla Gauvin, alias La Petite Bonnie, organise justement une exposition dans son magasin situé à Kawini. Artiste peintre pratiquant les arts de la table, elle s'inspire de Mayotte pour décliner son art sur tout support. Zoom sur une artiste pas comme les autres dans ce reportage signé Adèle Laurent. Alors ici c'est tout ce qui est en rapport avec l'art de la table. C'est pas comme les autres magasins de vaisselle ordinaires. Ici vous pouvez retrouver divers accessoires qui sont peints par l'artiste Priscilla Gauvin. Donc la petite Bonnie ou autre, ça se décline dans des bols, dans des sous-tasses, dans des bouteilles en verre. Et là c'est décoré quoi. C'est mis en valeur l'art de la table. On peut apprécier plein d'autres choses. Il y a des bijoux, des colliers, des bagues où tout l'art de Priscilla est décliné. Verre, toile, graines. En effet, Priscilla Gauvin est une touche-à-tout. La collaboratrice de l'artiste peintre ayant obtenu la qualification d'artisan d'art nous en dit plus. Priscilla Gauvin, c'est la première artiste d'art à Mayotte. Et c'est très rare de pouvoir profiter de ce genre d'art ici. Ces tableaux, ils sont divers et variés, hein. Tout ce qui est en rapport avec les fleurs, la femme, il y a toute cette mise en valeur qui donne envie de regarder. Et en effet, une fois le pas de la porte passé, les yeux ne savent où se poser tellement l'espace fourmille d'objets décorés différents. J'adore. J'adore travailler l'art sur tout support. Tout est différent, la manière, le toucher, le travail, rien n'est pareil en fait. Pourquoi la petite Bonnie? C'est le mot magique qu'on m'a qualifié, que tout le monde me qualifie. La petite Bonnie. Et demain, tout un chacun aura l'occasion de venir admirer les œuvres de l'artiste, mais surtout de pouvoir la rencontrer. J'invite tout le monde à venir voir l'exposition de Priscilla Gauvin à l'art de la table à l'espace Corallium au 2e étage. Donc je vous invite à venir voir mon exposition, voir l'artiste, comment elle est vraiment en fait. Que l'art de la table n'est pas que l'art de la table, c'est aussi une artiste. Et on va maintenant parler de ce projet, un projet d'envergure qui sera mené notamment par nos invités sur le plateau. On l'a déjà présenté, il s'agit de Balou qui est avec nous. Balou, ce projet commence lundi. Avant que vous nous en disiez plus, on va également présenter Demo qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Demo, vous allez participer à ce projet vous également. Alors, qu'est-ce qui a motivé l'équipe, parce que vous êtes nombreux, vous êtes plusieurs à travailler sur ce projet, à lancer Oui, j'ai eu un appel une fois de Dr Léo dans les radios, disant qu'il avait l'initiative de faire ce projet. Et de suite, je me suis dit, je me relie à Dr Léo pour cette belle aventure. On se rappelle Dr Léo qui était sur nos plateaux justement, qui avait parlé de son envie de montrer que c'est pas parce qu'on était en fauteuil roulant qu'on ne pouvait pas faire certaines choses. Et c'était aussi... moi, c'est ce qui m'a attiré le plus. Bon, c'est du fait du regard de la personne vers l'autre et le regard envers le handicap. Nous sommes tous des humains ayant les mêmes droits, et tout en sachant que il nous manque chez nous des accessibilités d'handicap. Il y a aussi dans nous l'idée de prendre l'handicap étant quelque chose de tabou. Alors que nous sommes des humains, les défaillances, on peut en avoir. Ben, moi, j'ai intégré ce projet, c'est juste pour dire que ça, c'est pas tabou, et que nous sommes des humains, et qu'on peut avoir des défaillances, mais la vie, elle peut continuer. Alors un sujet auquel vous êtes sensible et justement Balou, vous le vivez au quotidien sur handicap puisque vous êtes concerné. Faire le tour de Mayotte en fauteuil roulant, ça ne vous fait pas un peu peur? Faire le tour de Mayotte en fauteuil roulant, ça me fait pas peur parce que moi j'ai grandi avec mon handicap et depuis tout petit. Et donc non, et puis je suis un ancien athlète de haut niveau. J'ai vécu à l'île de la Réunion pendant 23 ans. Non, ça va, ça me fait pas peur. Donc pour vous, c'est montrer également que le handicap, ce n'est pas que c'est toute cette facette où
on ne se plaint pas forcément parce qu'on on subit un handicap. On a aussi envie, on a aussi le besoin et la capacité de faire plein de choses que d'autres font sans forcément se poser la question. Tout à fait. Demo vient de le souligner. Avoir un handicap, c'est pas un crime, mais on peut vivre comme tout le monde. Et moi, heureusement, j'ai eu la chance que ma sœur, à l'époque, elle résidait à l'île de la Réunion, qu'elle m'a fait venir là-bas, où j'ai connu des choses super importantes en restant à Mayotte que je ne pouvais pas les savoir. Parce qu'au niveau d'accessibilité à l'extérieur, c'est mieux adapté qu'à Mayotte. Du coup, je me suis exilé parce que je peux pas rester à Mayotte, parce que rien n'est fait pour les personnes à mobilité réduite. Et alors, est-ce que ce projet, c'est une sorte d'appel aux autorités, un appel lancé? C'est un combat, c'est un combat, et c'est une sorte d'appel aussi, parce qu'on est en 2017 quand même. Et il y a pas mal d'handicapés à Mayotte qui sont cachés parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Il n'y a pas d'accessibilité, que ce soit au niveau culturel ou associatif. Ou, nos élus locaux nous ont oubliés. Donc c'est un combat que je souligne que Dr Léo a eu le courage et l'exemple de le faire. Et moi, actuellement, je réside à Métropole. Je suis venu spécialement pour encourager, soutenir Dr Léo pour l'avenir de nos enfants ou ceux qui sont en situation de handicap, qui sont restés chez eux et qui ne peuvent pas sortir parce qu'ils ne peuvent pas. Alors justement, Demo, un projet comme ça nécessite de nombreux moyens parce que c'est quand même une prise en charge qui peut être très lourde. Alors aujourd'hui, quels sont vos partenaires? Est-ce que vous avez réussi à réunir les partenaires suffisants pour vous lancer là-dedans ou alors vous avez décidé d'y aller quels que soient les moyens en place? En fait, c'est comme il disait Balou, c'est un combat, c'est une lutte. Et que jusqu'à présent, nous sommes dans la démarche, mais comme nous avons lancé le projet, on y va. Ça ne veut pas dire que nous sommes assez calés, mais c'est pour cela que je vais interpeller aux entreprises de venir nous rejoindre en nous donnant des moyens pour faire ce caravane, parce qu'il en faut des moyens, vraiment des moyens financiers bien sûr. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes que dans des moyens associatifs et de bénévolat dans le projet. Et c'est un engagement que nous nous donnons, mais nous avons besoin encore qu'il y ait des entreprises ou comme vous et moi à participer, à donner ces moyens. Mais moi, j'en appelle aux entreprises qui viennent nous donner un coup de main pour réaliser le tour dans de bonnes conditions. Imaginons de faire le tour de Mayotte en 12 jours. Là, il y a de l'énergie qui est utilisée. Bien sûr, les associations ont cette énergie. Mais un soutien de tous, que les entreprises interviennent, que les administrations interviennent dans ce projet, parce que le but, c'est de sensibiliser le handicap n'étant pas quelque chose de tabou. Et justement, le top départ sera donné lundi. Comment ça va se passer tout au long de ces plusieurs jours, de ces 12 jours? Lundi à 7h, nous allons partir de Amjago via Aqua Kombani Sada et faire le tour jusqu'à Kani, Bandele et revenir sur Mamoudzou et retourner à Amjago. Nous avons un problème sur le traversée de Mamoudzou. On traversait Mamoudzou avec le flux de voitures et c'est ce qu'en arrivant à Tsunzu, nous allons passer au biais de la mer en kayak pour ne pas bloquer les routes et le faire en mer et arriver à l'office de tourisme, là où on va se poser et faire quelques manifestations et une pause, puis après on repart, on continue pour Amjago. Et j'en reviens, et là c'est un appel que je fais aux
entreprises, à toute personne humaine d'être solidaire pour ce projet, pour que ça continue avec les bons moyens et une facilité de bien finir le projet. C'est humain et humanitaire. Alors, le dernier mot, ça sera pour Balou. Alors pour ceux qui nous regarderaient, qui seraient concernés par justement le handicap et qui n'oseraient pas forcément se manifester, qu'est-ce que vous leur dites et qui souhaiteraient participer à ce Tour de Mayotte? J'encourage volontairement leur famille de faire sortir leurs enfants parce que moi je me rappelle quand j'étais gamin, tout le monde partait au foot, au concert et moi je restais à la maison parce que je pouvais pas sortir. Donc c'est le moment, il faut venir. J'invite les familles qui ont des enfants en situation d'handicap de venir soutenir l'action du docteur Léo pour que les choses avancent demain. Et je voulais aussi remercier, si vous le permettez, l'entreprise Maïdeco qui m'a sponsorisé parce que moi je suis venu à Mayotte uniquement pour ce projet. Et c'est l'entreprise Maïdeco qui m'a sponsorisé pour venir à Mayotte. Merci beaucoup à nos invités Balou et Demo, et bien sûr on suivra ce projet. Nous sommes COSI et partenaires sur ce Tour de Mayotte en fauteuil roulant. C'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne ratez pas ce week-end, dimanche, samedi et dimanche, votre rendez-vous, votre magazine, les rendez-vous de l'info. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de semaine et vous donne rendez-vous lundi soir pour une nouvelle édition.